Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur Linux Kernel Functional Testing ou comment builder et tester des millions de noyaux Linux. Donc, mon nom est Rémi Durafort, je suis un Principal Tech Lead à Linaro et je contribue au monde de l'open source depuis à peu près 2007 quand j'étais à l'École Centrale Paris où j'ai commencé sur VLC. J'imagine que vous connaissez le logiciel VLC, où j'étais core développeur et après j'ai bossé sur différents projets, dont V8 qui est un compilateur just-in-time pour JavaScript, le compilateur fait par Google qui est dans Chrome par exemple. Et maintenant je suis chez Linaro où je bosse plus sur les questions d'automatisation des tests. C'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vu que je pense que pas grand monde connaît Linaro, c'est pas une très très grosse entreprise. Globalement, le but de Linaro, c'est de faire en sorte que les logiciels libres et le noyau Linux, Android en particulier, toute la stack qui est nécessaire pour faire fonctionner Linux et Android, fonctionnent bien sur les processeurs ARM. On a été globalement fondé par ARM il y a une dizaine d'années. Si vous suivez un petit peu le développement du noyau Linux et que vous regardez les statistiques de développement, il y a un site qui s'appelle lwn.net qui fait des statistiques de développement à chaque nouvelle release du noyau Linux. Sur les dernières releases, on était tout le temps dans les top 3 ou top 4 de quantité de contribution au noyau Linux, devant des grosses compagnies comme Intel et Google. Et quand je dis qu'on est une petite entreprise, on est 150 développeurs en fait. Et même pas la moitié travaille vraiment sur le noyau Linux. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on est entièrement à distance. On a des bureaux à Cambridge, mais on est tous à distance un peu partout dans le monde. Ce qui fait qu'on a une petite entreprise de 150 personnes, mais on est sur 80 pays différents. Ce qui est quelques petites problématiques logistiques intéressantes. On bosse un peu sur tout, aussi bien du très bas niveau comme la toolchain. Donc on bosse sur le compilateur GCC, sur Clang, sur la libc, sur les binutils, etc. Tous les débuggers. Après on peut monter un petit peu, on bosse sur les bootloaders, sur Uboot, sur Grub, sur UEFI. La sécurité avec Trusty Substrate ou Opti, et après évidemment sur le noyau Linux, les drivers pour différentes plateformes. Et après, des trucs beaucoup plus haut niveau, on fait du QEMU pour la virtualisation et aussi des choses pour les serveurs, comme les systèmes de fichiers distribués. Et pour la partie qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, le système d'automatisation des tests qu'on a créé et qu'on maintient, qui est utilisé pas mal par la communauté, en fait. Je vais parler pendant un bon moment de plein de projets différents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite au fur et à mesure. Je préfère répondre tout de suite, que les choses soient claires au fur et à mesure, plutôt qu'attendre toute la fin et que vous ayez des questions qui restent jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question, vous levez la main. Il faudra juste se rapprocher des micros pour que ça soit enregistré. Et je répondrai au fur et à mesure. Et je m'adapterai sur le temps pour que ça rentre dans le temps qu'on a. OK ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de LKFT, Linux Kernel Functional Testing. Donc, si on regarde sur le site de LKFT, je l'ai traduit un petit peu en français un peu brutalement. Le but, c'est d'améliorer le support de Linux sur l'architecture ARM en faisant des tests de régression régulières du noyau Linux et aussi du noyau Linux qui est utilisé pour Android. C'est un projet qui a été créé par Linaro il y a à peu près 5 ans, à peu près. Et on va automatiquement compiler et tester un ensemble de branches du noyau Linux qui nous intéressent. Donc nous, on s'intéresse surtout aux LTS, les Long Term Support, donc les releases qui sont maintenues pendant quelques années du noyau Linux. La branche Mainline, qui est là où il y a la majorité des développements pour la prochaine release du noyau Linux. Et la branche Next, où il y a tous les derniers développements, qui est souvent cassé d'ailleurs, c'est assez normal, tous les derniers développements qui arrivent. Et on a, avec la Linux Foundation et Greg Rohartman plus en particulier, numéro 2 du noyau Linux, une SLA, donc un Service Level Agreement, de 48 heures. Ce qui veut dire qu'entre le moment où Greg va faire un commit d'un nouveau tag, une nouvelle release candidate du noyau Linux, on a 48 heures pour lui fournir un rapport de test complet. C'est-à-dire on a compilé sur toutes les architectures qu'on veut tester et on a fait tourner tous les tests qu'on veut faire sur cette architecture. En 4 ans, il y a plusieurs projets qui font des tests automatiques sur le noyau Linux. En 4 ans, on est le seul qui a respecté le SLA de 48 heures à absolument toutes les releases. Ce qui demande beaucoup d'efforts, hein. C'est pas pour blâmer les autres, hein. C'est très compliqué de réussir à faire tourner tous les tests en moins de 48 heures. C'est énormément de boulot. Ouais, juste pour montrer une petite slide de ce que vous verrez si vous allez sur le site lkft.linaro.org, où vous voyez les différentes releases qui sont en cours de test, avec le nombre de tests qu'on fait sur chaque release, le nombre de tests qui fail aussi, qui est intéressant à voir, et c'est malheureusement assez normal encore. Les tests suites sont souvent en avance sur les développements du noyau Linux, donc c'est souvent des problèmes de features qui ne sont pas présentes plutôt que de bugs. Aussi une des choses que nous, on doit prendre en compte. En 2023, donc, il y a eu 465 release candidates donc qui ont été testés par le LKFT.
sachant qu'on ne s'intéresse pas que au release candidate, mais aussi au développement de Next et Mainline, donc qui n'ont pas de release, mais c'est des développements au jour le jour. On a fait 2628 révisions de noyaux Linux qu'on a dû compiler et tester, ce qui fait qu'on a compilé 1,6 million de noyaux Linux et qu'on a fait tourner 200 millions de tests. Ça, c'est juste pour Linux. Si on commence à regarder à Android, donc Android Common Kernel, qui est le noyau Linux utilisé pour Android, là, on est à 580 millions de tests, principalement parce que la différence s'explique parce que VTS et CTS, qui sont les test suites qu'on doit passer si on veut pouvoir dire qu'on est du Android, sont des test suites qui sont assez énormes et qui incluent aussi des questions de graphique, etc., qui ne sont pas dans les test suites de base du Linux. Et tout ça, c'est seulement 3 ingénieurs qui le font, dont je ne fais pas partie. Moi, je m'occupe de leur fournir des outils pour pouvoir faire ça. Mais ceux qui font tourner le système LKFT, ils sont que 3. Tout ça pour faire tourner le système et aussi pour reporter les bugs et aussi trouver les commits qui apportent les bugs et donc éventuellement fournir un fixe à tous ces bugs qui sont retrouvés. Donc la question, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est comment est-ce que font ces 3 ingénieurs pour arriver à compiler, à tester autant de noyaux Linux en fait. Évidemment, rien n'est fait à la main, on est bien d'accord. Le principe, c'est qu'on a un système, donc on a un ensemble de repositories Git, donc LTS, Mainline, Next qui nous intéresse. On a un projet qui s'appelle TuxTrigger. Je ne vais pas le présenter aujourd'hui parce qu'il est encore considéré comme étant en bêta pour nous. Nous, on l'utilise en production, mais pour le grand public, on considère que c'est encore un peu tôt. TuxTrigger va monitorer les différents repositories Git qui nous intéressent. Et basé sur certaines règles, quand il va détecter qu'il y a une nouvelle release candidate qui arrive, il va soumettre un plan de test à notre système de build et de test qui va faire tous nos builds, nos tests, et il va générer donc un rapport. Rapport que vous pouvez voir, par exemple, ça c'est une screenshot d'un mail qui a été envoyé pour une release candidate. Le nombre n'est pas très intéressant. Hein. Ce qui est intéressant de voir si vous arrivez à voir les détails, c'est qu'on marque qu'il n'y a pas de régression, mais il y a quand même des tests qui ne passent pas. De la même manière, c'est attendu qu'un certain nombre de tests ne passent pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les régressions et l'évolution de ces tests-là. Donc la première chose à faire pour pouvoir tester un noyau Linux, la première chose à faire, ça va être de le compiler. Et on va le compiler avec plein de toolchains différentes, donc différentes versions de GCC, différentes versions de Clang, avec des options de compilation différentes et pour des architectures différentes. On va le compiler pour du x86, du Intel, on va le compiler pour du ARM 64, on va le compiler pour du MIPS, du PowerPC, etc. Plein d'architectures différentes, parce qu'en fait on trouve plein de bugs différents en compilant avec des options différentes, avec des toolchains différentes. Pour ça, on a créé un projet qui s'appelle TuxMake, que je vous présenterai juste après. Hein. Pour l'instant, je fais l'architecture globale. On a créé un projet qui s'appelle TuxMake qui permet de facilement faire la compilation. Et ce projet TuxMake, on a créé un software as a service pour pouvoir le déployer à l'échelle et donc compiler à l'échelle dans le cloud. Quand les binaires sont créés, donc les binaires de noyau Linux, ils sont stockés dans un stockage, un bucket style bucket S3. Et les résultats sont envoyés à Squad, qui est notre data lake, qui va collecter tous les résultats. Donc là, on peut déjà avoir un premier résultat de est-ce que la nouvelle release candidate est capable d'être compilée sur toutes les architectures qui nous intéressent. Évidemment, après avoir compilé, on va essayer de tester. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va tester en utilisant un outil qui s'appelle TuxRun, qui lui va permettre de tester en virtualisant. Donc il va démarrer des machines virtuelles QEMU et FVP principalement, des noyaux Linux qui ont été créés, donc ceux qui sont stockés dans le stockage S3. Il va les démarrer de la même manière dans le cloud et vérifier qu'on arrive à faire tourner un ensemble de test suites que dans des machines virtuelles. L'avantage de machines virtuelles, c'est qu'on peut en faire tourner une quantité astronomique, contrairement à des machines physiques où on est limité par le hardware qu'on a. Mais en même temps, si on veut faire trouver tous les bugs, il faut effectivement tester sur de vrais matériels. Donc nous, on est beaucoup intéressés par l'embarqué. Donc on va tester sur du Pixel, sur des Raspberry Pi, sur des Juno, etc., des devices embarqués. Et donc on a un outil qui s'appelle Lava, qui permet d'automatiquement déployer et tester sur du vrai matériel. Et de la même manière, quand TuxRun et quand Lava ont fini leur test, ils vont envoyer tous les résultats à Squad. Squad va collationner tous ces résultats et nous faire un rapport de bug, plutôt un rapport de test, et nous dire s'il y a des régressions ou pas, et si tout va bien ou pas. Le but de cette présentation, ça va être de vous présenter les différents éléments qui font partie du système, donc TuxMake, TuxRun, Lava, KeysCache, un tout petit peu Squad, parce que je pense que certains de ces éléments peuvent vous servir suivant ce que vous faites. Et même juste l'architecture en général peut être intéressante. Alors la première partie, j'ai dit, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on fait pour compiler, comment on fait pour builder le noyau Linux. Donc en fait, on a créé une application qui s'appelle TuxMake, qui est une application open source. Hein, tout ce qu'on fait dans Linaro, quasiment tout est open source,
Donc ça permet d'avoir un build, une compilation qui est portable et reproductible du noyau Linux. Pour ça, on va utiliser les conteneurs. De base, nous, on utilise Podman comme runtime et pas Docker. Globalement, c'est un wrapper autour de la commande make qui permet de compiler le noyau Linux. Et tout ça est fait dans des containers. La première question qu'on se pose quand on présente, qui nous est posée quand on présente aux développeurs de Linux ou à d'autres mainteneurs, pourquoi est-ce que vous avez créé TuxMake? Pourquoi est-ce que vous avez fait un nouveau outil pour pouvoir compiler? Toujours la même question. Et en fait, nous, on compile énormément le noyau Linux, et les développeurs trouvaient ça très facile de compiler le noyau Linux, sauf qu'il y a des cas d'usage qui ne sont pas évidents. Par exemple, nous, notre système va nous reporter que si vous utilisez GCC 12, la compilation va échouer. Sauf que la majorité des développeurs utilisent des versions stables de leur distribution. Donc GCC 12, ils ne l'ont pas forcément dans leur machine. S'ils utilisent par exemple Debian Bullseye, qui est une version stable, all stable maintenant pour de Debian, ils n'ont que GCC 10. Et donc ça ne peut pas, c'est pas forcé que sur GCC 10, il y ait le même problème en fait. Donc c'est là que TuxMake rentre en compte. Vu qu'on fait la compilation dans un conteneur, en fait on peut fournir un conteneur dans lequel il y a la version de GCC dont on a besoin. Donc comme ça, on arrive à fournir de multiples toolchains. On a toutes les versions de GCC entre 8 et 12, de Clang entre 10 et 16. On a même la version de Clang qui est spécifiée Android et une Clang Nightly, c'est-à-dire une version de Clang qui est recompilée toutes les nuits. Et donc pour ça, en fait, on va dire à TuxMake, utilise le runtime Podman. Donc en fait, n'utilise pas la toolchain qui est localement sur la machine, mais télécharge un conteneur dans lequel il y a la toolchain dont tu as besoin et utilise-la. Dans ce cas-là, par exemple, là on veut la toolchain GCC 12. Et donc, il va télécharger le conteneur x8664 GCC12 dans lequel il y a déjà la toolchain qui est installée. Donc, même si vous ne l'avez pas sur votre machine, vous allez utiliser exactement la même version qui est utilisée sur le système de validation. Donc, comme ça, notre système va reporter que sur la version de GCC12 que nous avons exactement, il y a un problème. Et ben, un développeur du noyau Linux va pouvoir reproduire exactement le même problème de compilation chez lui, sur sa machine. Voilà, juste pour montrer que c'est juste un wrapper autour de Make, c'est pas très joli. Pour ceux qui connaissent un peu Make, vous verrez qu'il y a 2-3 trucs intéressants. Par exemple, dans Make, quand on compile noyau Linux, il y a un ensemble de variables qu'il faut définir si on veut être capable de reproduire le build. Et donc, en fait, par défaut, TuxMake va mettre ces variables à une valeur toujours la même, qui va permettre de rendre la reproducibilité plus facile. On ne sera pas capable de faire une reproducibilité bit à bit, hein, donc pas le binaire que vous auriez en faisant une exécution ou une autre de TuxMake ne sera pas bit à bit compatible, mais les problèmes d'une compilation seront reproduits exactement dans le problème d'une autre compilation, ça c'est garanti. Aussi, la compilation se fait toujours dans un répertoire vide au démarrage, donc il n'y a pas de problème d'empoisonnement du cache. Et aussi, on sauvegarde tous les artefacts du build, donc la configuration exacte du noyau Linux qui a été utilisé, tous les logs de compilation, et on a un fichier metadata.json qui peut être partagé, qui contient plein d'informations sur la taille du binaire généré, les outils utilisés, etc., etc. Qui peut aussi aider à retrouver un problème plus facilement. Ça, c'était pour différentes toolchains. Mais donc, moi, je vous parlais, on s'intéresse aussi à compiler pour des architectures un peu moins connues. Donc, du ARM, c'est assez classique, mais par exemple, du MIPS, il n'y a pas grand monde qui a du MIPS chez lui. Donc, pour pouvoir compiler pour du MIPS, on fait ce qu'on appelle la cross-compilation. C'est-à-dire qu'on va avoir un compilateur, un GCC, qui exécute sur une machine Intel, un x86-64, mais qui génère du code qui, lui, doit être exécuté sur un MIPS, sur un SH4, etc. Donc, c'est-à-dire que vous allez générer un binaire que vous ne pouvez pas exécuter sur votre machine, qui sera exécuté sur une autre machine. Et donc, par exemple, un truc qui arrive assez régulièrement, si on va reporter que voilà, la compilation, si j'utilise Clang 16 sur MIPS, c'est très hypothétique, hein, il y a un problème de compilation, et là on est sûr à 100% des cas que les développeurs de Linux vont nous répondre mais je suis incapable de reproduire ça. Je n'ai pas la toolchain qui permet de faire ça, quoi, ce qui est assez logique. Hein. Et donc c'est là aussi que TuxMake apporte une chose assez intéressante, c'est que par défaut on supporte la cross-compilation de plein d'architectures. Donc tous les ARM, tous les Intel, les MIPS, PowerPC, RISC V5, et après des trucs un peu plus exotiques comme le S390 qui sont des mainframes, le SH qui est un très vieux processeur, le SH4 qui est très très petit, ou les Spark, pour ceux qui connaissent Spark. Donc on est capable de cross-compiler par défaut. On fournit les toolchains qui vont permettre de faire ça. Donc là, le petit argument magique, c'est moins target architectures. Donc là, on va dire je compile avec la toolchain Clang 16 et je veux cross-compiler pour du MIPS. Donc je vais exécuter sur un x86 et je vais générer du code qui va tourner sur un processeur MIPS. Et juste être capable de faire ça, si vous voulez le faire à la main, ça va vous prendre du temps, globalement. Mais c'est quelque chose que si vous voulez reproduire les bugs que nous, on vous fournit, c'est indispensable.
Donc la question c'est est-ce qu'on peut utiliser TuxMake pour compiler autre chose que le noyau Linux? Alors non, parce qu'en fait les toolchains, le problème va être les librairies qu'il faut fournir dans le conteneur pour compiler des outils. Si on veut compiler VLC par exemple, je vais prendre un cas que je connais, il y a plein de dépendances et ces dépendances-là ne seront pas présentes dans le conteneur. Mais par contre, on peut réutiliser le système qu'on a mis en place pour créer les conteneurs, qui seront utiles pour d'autres projets. Donc nous, on compile par défaut le noyau Linux et tous les outils qui sont autour, donc perf, le KSFTest, KUnit, qui sont des test suites qui sont intégrés dans le noyau Linux. On a ajouté les outils qu'il faut à TuxMake pour les compiler. Mais on ne pourra pas compiler tout, non. Ça demanderait des conteneurs qui seraient vraiment énormes. Et ça serait un problème pour nous. Donc, en parlant des conteneurs, on a donc une combinaison. Il faut qu'on fournisse une image de conteneur pour chaque combinaison de toolchain architecture, cross-architecture. Donc, on en a un pour ARM GCC 11, ARM GCC 12, ARM GCC 13, ARM Clang 11, 12, 13, 14, 15, etc. Ce qui fait que sur le Docker Hub, on a 216 répertoires différents qui sont automatiquement reconstruits. Hein, tout est automatique, je vous rassure. Automatiquement reconstruits tous les mois, sauf la toolchain Clang Nightly qui elle est reconstruite toutes les nuits, parce qu'on prend la dernière master de Clang. C'est d'ailleurs utilisé par l'équipe de Clang pour valider qu'ils sont toujours capables de compiler le noyau Linux. Il trouve d'ailleurs Nathan trouve assez régulièrement des problèmes dans Clang ou dans no Linux juste en utilisant cette toolchain. Donc ça, c'était juste TuxMake. Comment est-ce que je fais pour le compiler? Ça, c'est pour le compiler sur ma machine. Mais le problème, c'est que on a beaucoup de versions de noyau Linux à compiler à la fois. Donc comment est-ce qu'on va faire pour passer à l'échelle? Donc juste pour revenir en arrière, on a 1,6 million de builds par an. On a 2628 révisions, ce qui fait qu'on a à peu près 600... Pour chaque révision, on va faire à peu près 600 builds. Parce qu'on va compiler pour plein de versions de la toolchain, plein d'architecture, plein de configs, etc. Et évidemment, quand Greg Kroah-Hartman il pousse une nouvelle version stable, il n'en pousse pas qu'une seule en fait, il en pousse 4 ou 5 en même temps parce que il y a la 4.2, je ne connais pas les numéros exactement, mais dans les 4, dans les 5, dans les 6, tout en même temps. Donc, ce qui fait qu'on a souvent au moins 3 fois ça à compiler, en moins de 48 heures pour faire la compilation et les tests. Donc, évidemment, le plus vite possible. Donc l'approche traditionnelle, c'est donc le débit versus le coût. Si on veut augmenter le débit, il faut augmenter le nombre de serveurs, ça fait donc augmenter le coût. Si on veut baisser le coût, il faut baisser le nombre de serveurs et donc baisser le débit. Et pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là? Parce que globalement, en fait, les serveurs, la plupart du temps, ils font rien. Le dimanche soir à 23h, il n'y a personne Greg, il a des horaires de bureau aux États-Unis, mais il a quand même des horaires de bureau. Donc à 23h le dimanche soir, il ne poussera rien. Donc les serveurs qu'on a, si on en a 600 par exemple, vont nous coûter extrêmement cher. Déjà juste pour avoir le serveur, l'alimentation électrique, les administrateurs système, parce que lundi matin, il faut bien que toutes les machines soient actives. Donc c'est un coût faramineux. C'est pour ça qu'on a créé un système qui s'appelle TuxSuite, qui est un système entièrement dynamique. Donc le principe, c'est qu'on a créé un système dans lequel on n'a jamais aucune machine qui ne fait rien. Soit on a 600 jobs à faire et on a 600 machines actives, soit on a 0 job à faire et on a 0 machine. C'est un vrai panneau en Angleterre, ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé le SaaS Software as a Service TuxSuite. Le but, c'est de compiler et de tester le noyau Linux à grande, voire très grande échelle. Donc c'est un projet qui a été créé par mon équipe et qui est maintenu par Linaro, à l'origine pour le projet LKFT. Donc à la base, on avait des builders Jenkins, comme beaucoup de gens. On en avait une vingtaine ou trentaine de builders Jenkins qui nous coûtaient extrêmement cher à maintenir et qui ne passaient pas à l'échelle, parce que quand on commence à compiler 1800 kernels, ça passe jamais dans 30 machines, c'est pas possible. Et donc à la place, on est passé sur un système entièrement dynamique. On n'a jamais de serveur inactif. Le principe, c'est qu'on utilise un cloud provider, on réserve le nombre de machines dont on a besoin, et on va maintenir ce nombre de machines en adéquation avec le nombre de jobs qu'on a. Donc si on a 5000 jobs, on aura 5000 machines qu'on maintient, et si on a 0 job, on redescend à 0, automatiquement. Et ça à tout moment. Plus récemment, on a ajouté le fait de pouvoir faire des tests aussi de la même manière, donc je vous parlerai avec TuxRun. Donc dans QEMU FVP, et aussi on a la possibilité de compiler OpenEmbedded, ou maintenant le noyau Linux pour Android. Et donc je répète, quand je parle de passer à l'échelle, c'est-à-dire que chaque build tourne en parallèle sur son serveur. C'est-à-dire que la durée pour faire 5000 builds en parallèle, c'est la durée du plus long build. Donc si j'ai un build qui prend 25 minutes, si tous les builds prennent 25 minutes, en compiler 1 ou en compiler 25 va toujours prendre 25 minutes. Ça va juste coûter un petit peu plus cher de 25 minutes fois 5000 machines, mais ça sera toujours 25 minutes, pas plus.
Et tout ça, évidemment, derrière une API et une ligne de commande qui permet d'exécuter un ou plusieurs builds, ou même de faire une combinaison de build et de test. Donc tout simplement un plan de test, en fait. Mais j'en parlerai un petit peu après. Et dans Tux Suite, globalement, en fait, j'ai oublié de le mentionner dans mes slides, en fait, on prend le logiciel TuxMake qui tourne sur votre machine, et en fait, on le fait juste tourner sur une machine dans le cloud. Donc en fait, ce qui est fait dans le cloud, vous pouvez reproduire exactement la même chose sur votre machine, parce que c'est le même binaire qui va être exécuté. Ça, c'était la partie compilée. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui. Alors, les serveurs, ouais, la question était où sont les serveurs? En fait, nous, on a créé un système qui est basé sur du AWS. Hein. C'est du AWS. Et donc, on loue des serveurs AWS. Vraiment, on est en on-demand. Et donc, si là, je push 5000 builds, je vais avoir 5000 machines qui vont être réservées le temps du build, et après, on redescendra à zéro, automatiquement. C'est facturé à la minute. Ouais. Enfin, à la seconde, techniquement, c'est facturé à la seconde. Ce qui fait que, comparativement à du GitLab, par exemple, GitLab Runner, on est 2 fois moins cher à peu près. 2 ou 3 fois moins cher. Donc là, je viens de parler de TuxMake pour la partie compilation. On a stocké tous nos artefacts de build dans un bucket S3. Et maintenant, il va falloir les tester. La façon la plus simple de tester, c'est d'utiliser des machines virtuelles, donc du QEMU ou du FVP. Et pour ça, on a créé un outil qui s'appelle TuxRun. Même idée que pour TuxMake globalement. Comment est-ce qu'on fait pour tester de façon portable? Et reproductible aussi, évidemment. Donc c'est aussi une application open source que, techniquement, celle-là, c'est moi qui l'ai créée et la maintiens. On supporte de nombreux devices, ce qu'on appelle devices différents. Donc on supporte du FVP. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est pas très connu. FVP, c'est un simulateur qui est créé et maintenu par ARM, qui permet de simuler vraiment le fonctionnement des processeurs ARM. Donc on arrive à simuler le fonctionnement des registres, etc. C'est assez fin, c'est assez lent, mais très précis. Ça permet de trouver des bugs assez compliqués. Et surtout, c'est toujours en avance de phase par rapport au matériel. Donc je ne crois pas qu'il y ait de ARM v9.3 qui existe physiquement sur le marché. Mais avec FVP, on peut déjà vérifier que Linux boot correctement sur ces processeurs avant qu'ils n'existent vraiment physiquement. Je crois que les derniers qu'on a, c'est des ARM v9.1, on n'a pas encore .3. Et QEMU est un peu en retard sur les fonctionnalités parce que évidemment c'est ARM qui développe ses propres fonctionnalités dans FVP, donc ils sont toujours un peu en avance. Donc on teste sur du FVP et on teste aussi sur du QEMU. L'avantage de QEMU, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est moins précis mais c'est beaucoup plus rapide. Et pour du QEMU, on a toutes les versions de ARM, tous les Intel, tous les MIPS, tous les PPC, etc. C'est très varié, c'est très large. Et pour toutes ces architectures, on peut tester avec toutes les test suites que nous on utilise dans Linux, donc toute la test suite LTP, KUnit, KSFTS, etc., etc. Et de la même manière, on utilise un runtime, toujours Podman, pour faire tourner tout ça dans un container que nous on fournit en maintien. Donc par exemple, dans ce cas-là, on va démarrer un QEMU ARM64, on lui fournit un binaire qui a été cross-compilé par TuxMake, et il va pouvoir le démarrer, et on doit fournir aussi le système de fichiers dans lequel il va s'exécuter les tests. Et de la même manière que TuxMake, quand on le met dans le cloud, ça nous permet de faire des compilations à grande échelle dans le cloud, on peut faire la même chose avec TuxRun en le mettant à grande échelle et tourner 5000 tests en parallèle dans le cloud. Globalement, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? TuxRun va télécharger les artefacts, donc le binaire du noyau Linux, le rootfs si vous le fournissez, des DTB, des modules, etc. Il va combiner tout ça pour que ça fonctionne correctement. Il va démarrer QEMU système ARCH64 avec la bonne ligne de commande qui fait à peu près 500 ou 600 paramètres. Non, j'exagère. Une vingtaine ou une trentaine de paramètres. C'est FVP qui a 200 paramètres. Et va démarrer le noyau Linux, inspecter la sortie, vérifier qu'il n'y a pas de crash, de warning, etc. Lancer les tests interactivement, récupérer les résultats et retourner tout ça. Tout ça évidemment de façon automatique. En parlant des systèmes de fichiers, on sait que c'est compliqué de créer des systèmes de fichiers. Donc un système de fichiers dans lequel il y a tous les fichiers dont vous avez besoin, tous les binaires, tous les headers, etc. C'est pas évident d'en créer un pour x86, c'est assez facile. C'est pas trop compliqué pour x86, vous allez sur l'image de Debian et vous aurez une image ISO que vous pouvez utiliser, ou Red Hat, s'il y a des gens qui sont Red Hat. Pour du MIPS, du PowerPC, du SH, c'est extrêmement compliqué, il faut tout créer à la main. Donc nous, on a fait le travail, on fournit pour les 19 architectures qu'on supporte, on fournit 19 systèmes de fichiers qui vont permettre de tourner tous les tests qu'on a. C'est basé sur du build root, et pour les architectures supportées par Debian aussi, on a aussi un certain nombre de systèmes de fichiers pour Debian. Évidemment, c'est recompilé, régénéré à chaque fois qu'il y a une nouvelle release de build root, à chaque fois qu'il y a des mises à jour de Debian. Et tout ça est testé automatiquement avant d'être déployé, parce que
Si vous ne fournissez pas un routefs, nous on va fournir le routefs, mais on fait qu'on vous garantisse qu'il fonctionne toujours correctement. Donc on les teste automatiquement avant de les déployer. Et d'ailleurs, on a trouvé des problèmes dans QEMU ou dans même les logiciels assez bas niveau, les compilateurs, etc. Juste en testant comme ça en fait. C'était pas prévu, mais on a reporté des problèmes sur libc et QEMU aussi comme ça. Ça c'était TuxRun qu'on met dans le cloud de la même manière. Donc je vous avais parlé des des plans de test, pardon. Donc le plan de test dans TuxSuite, c'est juste une combinaison de build et de test. Donc en fait, on va enchaîner automatiquement les tests quand un build est terminé. Donc c'est juste pour nous, c'est juste un fichier YAML dans lequel on va décrire tous les builds qu'on veut faire et pour chacun des builds qu'on fait, les tests qu'on veut lancer. Et le back-end va se débrouiller pour quand le build 1 est terminé, tous les tests qui sont liés au build 1 vont être lancés automatiquement. Donc dans ce cas-là, par exemple, on a 3 builds qu'on fait, du ARM V7 en GCC 11 et 12, c'est les 2 premières lignes, et du ARM 64 avec du GCC 12. Et pour chacun de ces tests, vous voyez qu'il y a pour chacun de ces builds, pardon, vous voyez qu'il y a des tests qui sont associés. Et donc ça fera la matrice de tests qui est à droite. Donc c'est une matrice assez simple, on n'a que 6 tests et 3 compilations, c'est très simple. Mais avec une commande, c'est juste pour montrer que ça fait beaucoup de sorties, avec une commande en 32 minutes, parce qu'en fait il faut 32 minutes pour compiler, il faut une trentaine de minutes pour compiler sur ARM64, le GNU Linux. Donc en 32 minutes, on a 3 builds qui sont faits et les 6 tests qui sont lancés et finis. Sachant que si je copie ce fichier et que je fais 3000 builds à la place et 3000 tests, le durée totale sera toujours 32 minutes en fait, ça ne changera pas. Évidemment, le projet LKFT utilise énormément les suites de plans, les plans de test, je vais y arriver. Donc par exemple, là c'est leur fichier YAML à eux qui contient à peu près 3200 lignes, 200 lignes de YAML, avec de nombreuses variantes de noyaux Linux qui sont compilés en une commande. Donc si on utilise ce plan et qu'on le lance en à peu près 1 heure, on a 350 builds qui sont faits et 2708 tests qui sont lancés. Tout ça en moins d'1 heure. Et pendant ce temps-là, en fait, un autre utilisateur peut lancer le même et il va toujours prendre aussi 32 minutes, 1 heure, un peu moins d'1 heure. C'est pas un problème. Donc tout cela, on a fait la partie compilation avec TuxMake, la partie test sur les machines virtuelles avec TuxRun. Et maintenant, on va passer à comment est-ce qu'on fait pour tester sur des vraies machines, en fait. Avant que je passe là, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à peu près clair? Ok. Donc la dernière partie, plutôt l'avant-dernière partie, qui est comment est-ce qu'on teste sur des machines physiques, parce que, comme je l'ai dit avant, tester sur des machines virtuelles, c'est très bien, ça permet de faire des tests à grande échelle. Mais pour des problèmes de driver, d'interface avec du matériel, il faut du vrai matériel. On peut simuler des choses en QEMU, mais ça ne sera jamais aussi précis que du vrai matériel. Techniquement, ça ne sera jamais aussi buggé que du vrai matériel. L'implémentation matérielle, c'est toujours assez compliqué. Il y a toujours des choses à prendre en compte dans le logiciel pour vraiment attaquer le matériel correctement. Donc c'est pour ça qu'on a un logiciel qui s'appelle Lava, qui a été créé par Linaro il y a à peu près 12 ou 13 ans à force, et que je maintiens dans mon équipe, qui permet de faire ça. Donc Lava, ça veut dire Linaro Automated Validation Architecture. C'est un système de test. Globalement, il permet de tester du logiciel sur du vrai matériel, sur des boards. Donc pour ça, en fait, il va automatiquement déployer, booter et tester votre logiciel sur des vrais boards. C'est plus ou moins le standard de facto maintenant dans la communauté open source pour le test. Si vous allez au FOSDEM dans la dev room qui parle d'automatisation des tests, tout le monde parle de Lava. C'est un peu le standard qui est maintenant utilisé par tout le monde. Il est utilisé par exemple pour faire des tests de boot par un projet qui s'appelle Kernel CI. Nous, on s'en sert pour faire du test de système complet avec LKFT. Et il y a d'autres gens aussi dans Linaro ou dans plein d'autres boîtes qui s'en servent pour tester le bootloader. Ils vont tester par exemple U-Boot, Grub, les systèmes de sécurité physiquement sur des vrais boards. On a un lab à Cambridge dans lequel il y a à peu près 200 ou 300 boards. On a du Raspberry Pi, des Dragon Board, des Juno, des X15, on a plein de choses différentes. Globalement, si vous voulez tester sur une Raspberry Pi, ça c'est une Raspberry Pi 3B si je me rappelle bien, c'est des vieux slides. Globalement, vous avez en binaire, vous avez un noyau Linux, vous avez un DTB et vous avez un root file system que vous voulez utiliser. Physiquement, vous avez votre board, vous avez une façon d'accéder au port série. Donc souvent sur le Raspberry Pi, il faut aller mettre des petits pins sur les petits headers, le header GPIO à droite. Il faut mettre 3 pins au bon endroit et connecter en USB sur votre machine.
Il vous faut un moyen de contrôler l'alimentation de la machine. Donc que du logiciel soit capable de dire à du matériel, allume-toi, éteins-toi. On peut faire ça avec des relais en fait, c'est possible. Et il faut après un serveur TFTP NFS pour pouvoir partager les binaires depuis votre machine pour qu'ils soient chargés par la board. Donc globalement, le process n'est pas très compliqué. On démarre la board, donc on s'adresse au relais. On lui dit mets-toi en on pour que le courant arrive dans la board. Elle va démarrer. On se connecte au port série pour pouvoir avoir le bootloader qui démarre. On va devoir interrompre le bootloader parce que sinon par défaut il fait quelque chose, il faut l'interrompre. Là on va devoir interagir avec U-boot. C'est U-boot qui est souvent installé sur Raspberry Pi. Et lui donner les bonnes commandes. Ça serait grub, ça serait d'autres commandes. Donc par exemple, on fait un DHCP pour récupérer une adresse IP, on lui dit où est son serveur pour récupérer les artefacts, on lui dit de charger le noyau Linux à telle adresse dans la mémoire, le TDB à telle adresse dans la mémoire, de mettre les variables de démarrage du noyau à des valeurs importantes, et après on va lui dire de démarrer depuis la mémoire. On va avoir le noyau Linux qui démarre, il faut vérifier que dans les lignes du noyau Linux, on n'a pas des crashs, des oops, des warnings, parce que c'est important à reporter s'il y a des warnings qui apparaissent. On arrive au login, il faut taper le login, le mot de passe, lancer les tests, récupérer les résultats et arrêter la board. C'est très pénible, vraiment très pénible à faire. Une ou deux fois c'est ok, mais c'est vite pénible. Et nous on le fait 200 millions de fois par an. Et donc c'est pour ça qu'on a un outil qui s'appelle Lava. Donc au lieu d'avoir un humain qui va faire l'interaction, on a une machine, un worker, on appelle ça, et on va lui fournir un fichier YAML dans lequel il y a toute la description de ce qu'il doit faire. On appelle ça une job definition ou job configuration. Et avec les liens vers le DTB, le kernel et le rootfs qu'il doit installer. Et en fait, toutes les étapes que vous avez faites auparavant à la main pour une Raspberry Pi 3, Lava va savoir comment le faire pour une Raspberry Pi 3, une Raspberry Pi 4, pas encore Raspberry Pi 5, mais une Dragon Board, une iKey, un serveur x86, qui ont tous des façons différentes d'être déployés, d'être bootés, qui n'ont pas les mêmes bootloaders, etc. Et toute cette complexité est cachée par Lava, en fait. Vous, en tant que développeur, vous fournissez un fichier YAML qui dit juste « j'ai un kernel, un DTB, et je sais que c'est un boot, et c'est U-boot qui est dessus, et je sais que c'est une Raspberry Pi. Le reste, débrouille-toi. » Et en fait, le système va se débrouiller pour mettre ça en place, pour faire lancer les bonnes commandes, etc. Évidemment, on peut avoir plusieurs boards attachés à un worker. Les boards, on les appelle DUT, Device Under Test. Donc on peut avoir plusieurs DUT attachés à un worker et on peut avoir plusieurs workers dans une instance de Lava. C'est un modèle assez classique d'un serveur avec plusieurs workers et plusieurs DUT attachés à chaque worker. Et on a des instances où il y a 200 ou 300 boards assez facilement. Au niveau des rôles, le serveur, lui, il est responsable de toutes les interactions avec les utilisateurs. Donc il n'est pas connecté physiquement au Raspberry Pi et au DUT. Mais par contre, c'est là où les utilisateurs vont avoir leur interface web, leur API, là où il y aura les résultats, les logs, etc. Là où il y a l'ordonnancement des jobs qui est effectué et la notification, par exemple. De l'autre côté, et vu qu'il n'est pas connecté, au DUT, ce serveur peut être dans le cloud quelque part. Souvent d'ailleurs, c'est tout mis dans le cloud. Et les workers, par contre, eux sont physiquement connectés au device. Donc ils doivent être physiquement connectés en USB, etc. au device. Donc ils ne sont pas du tout visibles aux utilisateurs, vous ne les voyez jamais en fait. Vous vous soumettez juste un fichier YAML pour dire je veux démarrer sur une Raspberry Pi, mais laquelle exactement, c'est pas très important. Et donc le worker va devoir déployer les ressources, faire le power on, power off, regarder les logs via le for série, etc. Toutes ces actions que manuellement on faisait avant, il va le faire de façon automatique pour vous et retourner les résultats au serveur. Actuellement, on supporte 387 device types, j'ai regardé il n'y a pas quelques jours. C'est la liste complète. Chaque fois que je fais les slides, il faut que je réduise parce que la fonte parce qu'on augmente le nombre de devices qu'on supporte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout type de devices. On a des devices d'IoT, on a du Arduino qui fait cette taille-là, et on a des serveurs qui prennent la taille de la table. Et en fait, les deux sont automatisables à peu près de la même manière. Pour Lava, il y a beaucoup de choses à gérer de façon différente. Le serveur, ça sera du iPXE et l'Arduino, ça sera soit du UU, mais on pourra le flasher plus directement. C'est des façons de flasher complètement différentes. Mais en fait, en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas vraiment voir la différence. Vous allez juste dire, j'ai un noyau Linux, j'ai un rootfs, et je veux utiliser un gros serveur ou un petit device IoT, ça sera quasiment la même chose pour vous. Lava va complètement cacher ça pour vous. Ça, c'était Lava. Est-ce que je ne vous ai pas trop perdu? Ok. Si on regarde, j'ai encore 10 minutes, c'est parfait. Si on regarde le diagramme, il y a
petite boîte en violet qui s'appelle KissCache. Ça, c'est une petite addition marrante qui peut être utilisée pour d'autres projets, moins spécifiquement que celui-là. Si on revient un peu à ce que fait le KFT, donc on build de nombreux artefacts. Pour chaque commit, on va compiler pour plein d'architectures différentes, avec plein de toolchains différentes, plein de configurations différentes. Et pour chaque configuration, on va tourner plein de test suites différentes. Donc en fait, chaque binaire qu'on va produire est réutilisé 20, 30, 40, 50, 60 fois de temps en temps. Ce qui fait que dans notre lab, où on a 200 boards, on a un trafic réseau assez monstrueux, juste pour télécharger toujours les mêmes artefacts. On va télécharger 50 fois le même root file system, et encore 50 fois je suis gentil, les root file systems sont utilisés encore beaucoup plus. Donc 40 ou 50 fois le même kernel, le metdd, etc. Ça commence à faire un très fort trafic réseau. Et donc on a un truc assez classique, on a toujours les mêmes artefacts, qu'on télécharge plusieurs fois, on les télécharge en parallèle. Bon, juste ajouter un cache devrait résoudre le problème. Donc on s'est tourné vers le cache un peu de référence dans le monde de l'open source qui s'appelle Squid, qui est un très bon cache. Donc on devrait juste rajouter Squid et ça devrait marcher. Mais évidemment, la réponse c'est non, sinon je ne serais pas là. Pour deux raisons en fait. Il y a deux raisons principales. C'est que, je vous avais dit, nos artefacts ils sont stockés dans un bucket S3. Donc en fait, pour y accéder, on va les télécharger via du HTTPS. Et l'encryption est importante parce qu'il faut être sûr que ce qu'on a stocké est effectivement ce qu'on va exécuter localement. Parce que si quelqu'un commence à intercepter le trafic et nous faire exécuter un binaire qui n'est pas celui qui était prévu à la base, c'est quand même en train de tourner dans notre lab. Donc c'est quand même important de savoir que ce qu'on a téléchargé, c'est bien ce qu'on est supposé télécharger. Donc tous via HTTPS, évidemment. Sauf que quand on veut télécharger quelque chose via HTTPS avec Squid, on a un gros problème. C'est que Squid va s'adresser au site web, il va vouloir le mettre en cache, donc il va vouloir déchiffrer le trafic. Et sauf que vous attendez à une connexion HTTPS, donc il faut qu'il le rechiffre. Sauf que si vous connaissez un peu HTTPS, il y a une question de certificat SSL. Il faut prouver son identité pour dire je suis bien le serveur à qui tu t'attends de t'adresser. Sauf que, et pour ça, il faut une clé publique, une clé privée. Et évidemment, Squid n'a pas la clé privée de example.com ou de google.com. Et donc, quand il va essayer de rencrypter, il va encrypter avec sa propre clé privée, qui évidemment n'est pas la bonne. Et donc, votre client va dire ah bah non, c'est pas la bonne clé privée, c'est pas la bonne clé. Je sais que je sais que la connexion a été interceptée quelque part, et donc ça va être refusé. Il y a une manière qui est documentée dans Squid de faire un workaround là-dessus, c'est de créer un faux certificat SSL qui est valable pour tous les domaines de la planète, un wildcard certificate. Déjà, c'est une très mauvaise idée, mais c'est possible. Et après, il faut l'installer sur chacun des clients. Donc, c'est pénible. Et en plus, si jamais ce certificat est pris par un attaquant, tout votre trafic SSL pourra être intercepté sans aucun problème. Donc, c'est quand même pas super. Et le deuxième problème qui, lui, par contre, n'a pas de solution dans Squid, c'est qu'en fait, quand il y a 10 téléchargements, par exemple, au même moment du même fichier, Squid va le télécharger 10 fois. Et il le mettra en cache que quand le premier aura terminé. Donc, si on a 10 téléchargements qui arrivent, 4 téléchargements qui arrivent, ça va faire 4 téléchargements par Squid. Quand le premier est fini, il va être mis en cache. Et quand il y a un nouveau qui arrive, là, il va commencer à utiliser le cache. Sauf que nous, notre serveur Lava, il va télécharger tout en parallèle. Donc, en fait, on met quasiment jamais en cache avec Squid. Donc c'est pour ça qu'on a créé un outil qui s'appelle KissCache. Kiss pour Keep It Simple Stupid. C'est pas un proxy, c'est vraiment un service de cache. Donc il n'est pas transparent. Pour pouvoir l'utiliser, il faut vraiment préfixer vos URL avec l'instance KissCache que vous avez. Mais l'avantage, c'est que dans ce cas-là, votre client sait qu'il s'adresse à KissCache, par exemple.com. Donc il n'y a pas de problème de certificat SSL. Et évidemment, on supporte le fait de pouvoir télécharger plusieurs fois et tout est streamé au client. Donc si on a N connexions, il y en a un seul téléchargement qui aura lieu et tout sera streamé au client directement. On a aussi rajouté le fait d'avoir des réessais automatiques, parce qu'on s'est rendu compte en fait que les buckets S3 c'est super, mais au niveau stabilité, c'est pas ça. On a beaucoup d'erreurs. J'ai rajouté toutes ces erreurs-là parce qu'on les a vues un jour, reportées par le bucket S3. Et donc avec des retries automatiques, en fait, KissCache va faire le retry en interne, mais le client qui télécharge via KissCache ne s'en rend jamais compte. La connexion n'est jamais droppée de son point de vue. Il ne sait même pas qu'il y a eu des retries qui ont eu lieu. Et on retry jusqu'à une vingtaine de fois sur 20 minutes, ce qui est assez énorme quand même. Et évidemment, on utilise du partial download pour ne télécharger que ce qu'il faut à la fin si on est en train de faire un retry. Si on a déjà téléchargé N bits, on va ne pas télécharger le début et télécharger que la fin, si le serveur le supporte évidemment. Ça fait 3 ans et demi à peu près qu'il est en production. On a téléchargé 32 terabytes depuis Internet et on a servi 1,6 pétabytes en interne. Pour un projet qui m'a pris 1 mois et demi. Hein.
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un petit projet, mais en fait, quand on utilise en prod, ça fait des volumes de données assez importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des statistiques dedans, donc on voit qu'à peu près en moyenne, on est à 51 fois de réutilisabilité. Donc chaque artefact est réutilisé en moyenne 51 fois. Donc c'est vraiment super important. On a divisé par 51 notre trafic à peu près. Et vu qu'il a des retries automatiques, ça améliore beaucoup la stabilité. Et vu que vous devez savoir que les frais WS pour le S3 sont très importants, donc on est passé de 150 000 $ estimés, on n'est jamais arrivé là, hein, on s'est arrêté avant, à 3 000 $ d'égresse, ce qui est déjà énorme, mais acceptable. C'était Qui se cache. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Ok. La dernière partie que je vais faire très vite, parce que c'est pas le domaine que je connais, c'est plus pour le mentionner, c'est Squad, donc Software Quality Dashboard, qui a été aussi créé par Linaro, par un de mes collègues. C'est aussi un data lake. Il a été créé à une époque où il n'y avait pas trop de data lake qui fonctionnait pour nous. Globalement, il va récolter absolument tous les résultats des builds, les résultats des tests, les measurements, parce que par exemple, on peut avoir le nombre de warnings qu'on va enregistrer aussi, un warning à la compilation, le nombre de warnings à l'exécution, etc. Et actuellement, il y a 3,3 milliards de résultats, par exemple, qui sont stockés dedans. Ça commence à faire une belle base de données. Et à baser là-dessus, en fait, il va pouvoir faire des régressions. Est-ce qu'il y a une régression par rapport à la dernière version de la même branche? Est-ce qu'il y a des échecs à la compilation, etc. etc. Je n'en parle pas beaucoup plus parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Vous pouvez aller voir l'instance de Linaro si ça vous intéresse pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tous les éléments qu'il y a dans ce diagramme. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais je pense qu'il y a 2-3 choses qui peuvent vous intéresser, peut-être pour votre travail ou pour d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Il reste 3 minutes. Vous voulez voir un rapport généré par Squad, c'est ça? Il y en avait un tout au début. Tout au début. Après, c'est un mail qui est généré à partir des rapports. On a deux choses en fait. On a des rapports de mail parce que les développeurs de Linux fonctionnent quasiment exclusivement par mail. Tout se passe par mail. Donc en fait, globalement, ils veulent un rapport sous forme de mail. Ils veulent pas de dashboard. Nous, on a des dashboards dans Squad. C'était l'image que vous aviez à la fin. Et c'est ce que nous, on utilise. Mais les développeurs de Linux veulent que des rapports sous forme de mail. C'est comme ça. C'est en train de changer doucement avec les générations qui changent, mais c'est très long à faire changer. GitLab CI, GitHub CI, c'est pas quelque chose qui est GitHub Action, pardon, c'est pas quelque chose qui est utilisé du tout dans le noyau Linux. Faire de la validation automatique, c'est encore quelque chose qui est pas évident pour eux. Ça paraît évident pour pas mal de monde dans le logiciel en général, mais pour le noyau Linux, c'est encore très loin. Actuellement, il y a des très gros débats sur le fait de mettre en place des GitHub Action ou des GitLab CI pour le noyau Linux pour certains subsystèmes, et il y a de très fortes oppositions. Il y a des personnes qui sont vraiment pour et des personnes qui sont vraiment contre. C'est des opinions de Linux, quoi. C'est très. Après, ça discute, c'est bien. Alors, ouais, donc la question c'est est-ce que les bugs qu'on trouve donnent des indications de où est-ce qu'il y a des fragilités dans les noyaux Linux? C'est plutôt connu en fait. Où sont les fragilités? C'est les drivers. Les drivers de noyau Linux sont ce qu'ils sont. Ils sont plutôt pas mauvais honnêtement. Mais il y a beaucoup de bugs dedans parce que c'est ce qui interagit avec le matériel. Donc nécessairement c'est compliqué. Et pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de travail qui est fait dans ce domaine-là. On est plutôt encore sur la partie générique du noyau Linux, parce qu'en fait, c'est assez peu couvert. On améliore beaucoup grâce à FKFT, kernel CI, CKI, etc. Mais c'est quand même encore assez peu couvert. Et je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui commencent à travailler sur les drivers graphiques. IGT Test Suite, qui est une test suite vraiment spécifique pour les drivers graphiques, qui améliore les choses. Mais dans ma boîte, je sais qu'on travaille sur des choses assez simples, hein, du matériel pour pouvoir faire des tests, par exemple du port série, aussi bête que ça. On a réussi à faire un petit élément pour pouvoir faire des sports série. On a testé sur des Dragon Board, par exemple. Et ben, on a trouvé un bug immédiatement. Il suffit de changer certains baud rate et ça crache tout de suite. Mais parce que c'est des choses qui ne sont jamais utilisées, qui n'ont jamais été testées en fait. Donc les drivers, c'est typiquement l'endroit où il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Et ça demande du matériel spécifique.
Ça dépend. Certaines KSelf-Test, KUnit sont des test suites qui sont dans le noyau Linux, donc elles sont écrites par les gens du noyau Linux. LTP, qui est Linux Test Suite Project, c'est des gens un peu en dehors. Et après, tous les IGT pour la partie graphique, libgpIod, ce genre de choses, qui sont très spécifiques, sont faits par les gens qui développent ces parties-là, ces subsystèmes. Ouais, peut-être. Je serai juste à côté. Merci beaucoup.